Merci d'être ici. Et écoutez, les sommets ont commencé hier et si ça se poursuit comme ça, ce sera une édition historique. J'en suis convaincu. Donc, mon nom est Marco Deblois. Je suis programmateur et conservateur des sommets du cinéma d'animation de Montréal. L'activité à laquelle vous allez assister s'inscrit dans le cadre du projet Cours écrire ton cours de la SODEC, donc un concours annuel qui cette année prend une teinte particulière parce que c'est un spécial animation. Donc, pour inaugurer cette série d'activités dans le cadre des sommets, nous vous proposons cette rencontre avec un maître de l'écriture cinématographique et en animation, Franck Dion. Il s'agit d'un film coproduit par la compagnie de Franck Dion, c'est-à-dire Papy 3D, et l'Office national du film du Canada, et la coproductrice représentant l'ONF est ici à côté de moi, Julie Roy. Bon, on va commencer. Ben, tout d'abord, je voudrais te souhaiter la bienvenue, Franck. Bienvenue parmi nous à la Cinémathèque. Merci. Alors, ben, moi, ça me fait très plaisir d'animer cette classe de maître qu'on a fait la semaine dernière à Québec, au Sommet de l'animation. Donc, Franck, qui est comédien à la base, comédien qui a défroqué, illustrateur, cinéaste, qui a déjà fait 3 films. Il a réalisé L'Inventaire fantôme en 2004, puis il a réalisé Monsieur Coq en 2008. Et tout dernièrement, donc, Edmond était un âne. Alors, la manière dont on a structuré la présentation, on l'a divisé en 3 blocs. Le premier bloc sera consacré aux travaux antérieurs de Franck. Donc, on va aborder la scénarisation pour les 2 premiers courts-métrages brièvement, avec du visuel à l'appui. On va vous présenter des bandes-annonces de chacun de ces films. Le deuxième bloc sera consacré à la genèse d'Edmond, donc la découverte de l'âne. Vous allez voir, il y a des parties passionnantes. Et on va terminer de manière très précise avec le dernier bloc sur l'écriture comme telle d'Edmond était un âne. Alors, voilà, on veut aussi vraiment un échange participatif. Vous posez vos questions au fur et à mesure. On ne fait pas une période qu'à la fin. On veut vraiment pouvoir faire un échange avec vous. Donc, s'il vous plaît, profitez de la présence de Franck. Vraiment, il est ici pour répondre à toutes vos questions également. Donc, ce film a été réalisé en marionnette, on va le dire. Tu as quand même exploré plusieurs techniques avec tes différents projets. Mais peut-être que tu veux nous parler donc de ce qui est à la base, à la source, au début de cette aventure. Oui, alors en fait, l'inventaire fantôme, c'est vraiment le résultat de, on va dire, 10 années d'écriture de scénarios précédents, en fait de 2 scénarios. La première version s'appelait La traversée de la nuit. C'était un scénario que j'ai dû écrire en 92 avec des recherches graphiques que j'avais commencé à faire. Je vais vous montrer quelques images. J'avais sculpté le personnage, j'avais sculpté son environnement. Voilà. J'avais sculpté aussi des décors. Et j'avais réalisé donc un premier dossier en 97, soit 5 ans plus tard, pour le présenter au premier concours de projet à Annecy. C'était la première année où il y avait un concours de projet. Et ça, c'est autre chose. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le concours de projet du Festival d'Annecy, c'est en fait un concours qui récompense les projets en fait, lauréats et qui ont une chance d'être remarqués par les gens de la profession. Or, pour moi, c'est très important parce que ne connaissant absolument personne, je n'ai pas un parcours universitaire, j'ai pas fait d'école, je ne suis pas du tout de ce milieu-là, issu de ce milieu-là, puisque je venais plus, moi, du théâtre. Et je n'avais aucune connexion. D'où l'intérêt véritablement. En revanche, je connaissais quand même Annecy, puisque c'est assez connu. Et d'où l'intérêt de participer à ce concours dont j'avais entendu parler. Or, la traversée de la nuit a été remarquée poliment. Il est arrivé dans les 10 premiers. Et ensuite, j'ai laissé un peu la chose mariner, on va dire. J'étais un peu désespéré parce que ça ne donnait rien. Jusqu'au jour où des amis m'ont dit écoute Franck, cet idiot, il est intéressant ton truc. Si tu veux, on t'aide, on va te pousser un peu au cul pour faire le scénario, un scénario
peut-être plus évolué, plus intéressant, plus orienté vers l'animation. Parce que le premier scénario, celui de La Traversée de la nuit, aurait pu être tourné, on va dire, par un comédien. Enfin, j'aime pas ce genre de choses parce qu'il y a des subtilités dans le jeu de la marionnette que je percevais déjà, où un comédien n'aurait pas pu faire la même chose. Mais on a décidé donc de raconter une histoire qui était résolument plus spectaculaire, on va dire, qui vraiment utilisait des objets animés, etc. Et le projet est devenu Avez-vous donc une âme, qu'on a donc écrit à 6 mains, et dont j'étais en revanche l'auteur graphique, puisque je reprenais le personnage. Donc il s'agit de ce projet-là. Je reprenais le personnage principal et les décors que j'avais déjà faits en y rajoutant comment dirais-je, des objets et des... voilà, ça c'était les objets donc, du dossier. On a fait un dossier, toujours en vue de repasser le concours de projet d'Annecy. Et là nous étions en 99. Et à ma grande surprise, le projet a obtenu le prix SACD, ce qui a été un formidable encouragement pour continuer l'aventure. Alors le prix SACD, bon bah la SACD c'est comment dirais-je, l'organisation, enfin je suppose que vous connaissez ici, qui est sur les droits d'auteur. C'est une association en fait d'auteurs en France qui défend les droits d'auteur et qui promeut les auteurs dans le monde francophone et même au-delà. Et le prix consistait à une dotation de, je ne sais plus à l'époque combien c'était une somme assez importante, ce qui en plus me faisait du bien parce que j'avais passé je ne sais combien de temps à travailler sur mes projets divers et variés sans jamais toucher bien évidemment d'argent. Donc c'était vraiment valorisant et très très encourageant. Et il se fait qu'une semaine avant que j'apprenne que j'ai le prix, j'avais envoyé mes dossiers un peu partout, mais comme je connaissais personne, ça allait de Disney jusqu'à Folimage. Et les 2 seules personnes qui m'ont répondu ont été Disney, en me disant, surtout, on n'a pas ouvert votre dossier, on n'a rien copié, les avocats étaient là, je vous promets, enfin bref, complètement paranoïaque. Puis moi, je n'avais pas réalisé que je connaissais pas tout ça. Et la deuxième personne qui m'a répondu, ça a été Didier Brunner des Armateurs, donc la personne qui a produit Kirikou, les triplettes de Belleville. Qui m'a demandé de passer à son bureau et l'entrevue s'est faite assez rapidement. Il m'a dit écoutez, ça vous dérange pas, j'aimerais bien produire votre film. Et je lui ai dit non, ça ne me dérange pas. Et voilà, c'était parti. Ouais, dans la même semaine. Et donc inutile de dire que j'étais quand même, j'étais vraiment heureux parce que je commençais à douter fortement de la possibilité de pouvoir mettre un pied dans ce monde-là et de pouvoir réaliser un jour mon film d'animation. Donc, on était avec un projet qui s'appelle encore Avez-vous donc une âme? C'est ça. C'était pas encore l'inventaire fantôme. Non, parce que ça s'essuie. En fait, le problème qui s'est posé rapidement, c'est que Didier Brunner, qui est un producteur ambitieux, a imaginé me faire griller les étapes en me proposant d'emblée de faire un long métrage. En disant qu'il y avait la possibilité... Ah, tu ne le savais pas, ça? Non, ouais. Ben non, mais on fait des variantes comme ça. Mais je ne vais pas en parler longtemps. Mais ce qui explique que... Or, moi, je n'étais pas du tout pour la bonne et simple raison que je voulais faire mon film d'animation, mon court-métrage, et voir si ça me plaisait, si c'était un dispositif qui m'intéressait ou non. Ça aurait pu me déplaire, en fait, la réalisation. Et on s'est pas mal battu, chicané là-dessus, où je trouvais qu'il était un petit peu débordant d'ambition, et ça partait un peu dans tous les sens. Je préférais quelque chose de plus structuré. Et tant et si bien qu'il a fini par m'avouer qu'il aimait beaucoup le visuel et donc une âme, mais beaucoup moins le scénario. Donc je lui ai dit, écoute, si c'est ça qui bloque la chose, moi je réécris un scénario, j'ai absolument envie de faire... et c'est là que j'ai réécrit un autre scénario qui est devenu le scénario de l'Inventaire fantôme, le film qui en finalité a été réalisé. Donc je vais peut-être montrer le dossier. Voilà, c'est ça exactement. Donc... c'est une constante chez Franck, ces dossiers sont très très étoffés, très élaborés.
En fait, ça relève surtout de l'idée d'être très en amont, le plus clair possible, déjà avec moi-même, pour pouvoir l'être ensuite avec... J'utilise vraiment les dossiers comme un outil de communication, non seulement avec les futurs partenaires financiers, mais également avec le reste de l'équipe. C'est pour moi très important. Ça me permet d'être clair. Parce que tu es réalisateur, mais tu n'es pas animateur. Exactement. Moi, je ne suis pas animateur. Voilà, c'est la raison pour laquelle, mais je vous en parlerai plus tard avec Edmond, j'ai tendance à faire des animatiques assez poussées. Donc ça, voilà, ça c'est le dossier qui est parti au CNC et pour lequel nous avons eu de l'argent. Donc le financement était en partie assuré. Dessus se sont greffés, je parle du montage financier des coproducteurs, un coproducteur belge et un coproducteur français. Et il y a eu également la région Poitou-Charentes, puisque le film s'est tourné. On a eu 5 mois de tournage à Angoulême, la ville d'Angoulême. Voilà. Et je tiens à préciser que c'était très long puisque le début du tournage a débuté, la pré-production réellement a débuté en 2002. Donc faites le calcul, 99 je rencontre Didier Brunner et la pré-production du film n'a commencé qu'en 2002. Et là vraiment j'étais très très impatient, j'en pouvais plus. Je vais vous montrer le dossier technique que j'avais donc réalisé. Alors là on est plus dans le domaine de la pré-production. Hein. Mais bon, je trouve que c'est intéressant de vous montrer. Donc voilà, c'était pour l'équipe. Parce qu'il y avait plusieurs postes, il y avait celui qui devait réaliser l'armature de la marionnette, il y avait également la couturière qui devait faire le costume du personnage en miniature. Ça, c'était ce qui m'a servi de référence pour faire, parce que c'est du changement par phase, ça veut dire que la marionnette était animée sur un dispositif de masque interchangeable en image-image, et j'avais fait au préalable des illustrations pour savoir ce que j'allais sculpter, ce que j'allais modifier dans le visage ou non, pour gagner aussi du temps. Ça allait jusque au formulaire des personnages, aux dimensions, enfin bon, c'était très très détaillé, aux dimensions des accessoires. Donc le film, il y avait énormément d'accessoires dans des grandes étagères. Donc c'est pareil, les accessoires, j'en avais fait des petites maquettes ou alors tout simplement des croquis assez sommaires, mais toujours avec des cotes et pour que toujours dans un souci d'être le plus clair possible vis-à-vis de mon équipe. Et j'étais vraiment très traqueux parce que comme c'était mon premier film, je me suis retrouvé avec une équipe d'une dizaine de personnes. Et ma hantise, c'était qu'on ne se comprenne pas, quoi, que je parle un langage qu'ils ne comprennent pas. Et surtout que vous travaillez à distance, il y a plusieurs équipes dans différentes villes. Non, pas pour l'inventaire fantôme. Dans l'inventaire fantôme, vraiment, on était toujours ensemble, puisque c'était vraiment un travail d'atelier. Et on a construit tous les accessoires à Paris, la marionnette, et ensuite tous les décors ont été construits sur place à Angoulême. Voilà, mais avec la même équipe qui s'est agrandie à Angoulême, puisqu'il y avait plus de travail, bien évidemment, pour les décors. Donc, c'est un film très ambitieux pour un premier film. C'était un film très ambitieux que je voulais... en fait, c'était le film que j'avais rêvé de faire depuis 10 ans. Voilà, c'est pour ça que je voulais... Parce qu'on m'avait demandé, mais est-ce que tu veux pas le faire en 3D, etc. Moi, je dis non, surtout pas. En plus, la 3D n'avait pas les qualités d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour obtenir le rendu que j'ai obtenu en stop motion, il aurait fallu une 3D qui coûtait des milliards de dollars, quoi. Donc, j'exagère un peu, mais quand même, on était vraiment pas loin de je sais plus, 400 000 francs de l'époque, rien que pour modéliser le personnage. C'était de la folie furieuse. Enfin, c'était inenvisageable pour... Et moi, je souhaitais, c'était un rêve de faire un film en stop motion, c'est ce qui m'intéressait. Voilà. Donc, le tournage s'est fait... et puis le film est donc sorti en 2004, c'est ça. Donc, Franck, ce film est quand même une étape importante pour toi. Bon, d'une part, tu vas dans tout à fait autre chose au niveau de la thématique. On est dans la satire, vraiment, Oui. contre le capitalisme. Une autre technique d'animation que tu abordes, mais surtout, c'est le passage pour toi à la production. Tu deviens pour la première fois producteur de tes propres projets. Oui, alors suite à la sortie de l'inventaire fantôme qui me permet enfin de rentrer par la petite porte de ce merveilleux monde qui est celui de l'animation,
je rencontre des amis, enfin je rencontre d'autres réalisateurs qui deviennent des amis assez rapidement et qui sont dans la même situation que moi, qui ont fait des films qui n'ont pas trop mal marché, qui ont été remarqués en festival, mais qui ne sont pas tout à fait satisfaits de la manière dont ils ont fait leur premier film, notamment en termes de production et d'organisation de leur film. Et là, il nous vient une idée et on se dit, et si on essayait de faire notre propre maison de production finalement, en s'associant. Alors, il faut savoir que dans ce dispositif-là, il y avait une personne qui est déterminante encore aujourd'hui, qui est devenu le gérant de la société, qui s'appelle Richard Van Den Boom, qui n'est pas du tout réalisateur, il a un autre métier à côté, mais qui s'est proposé de devenir le gérant de la société et aussi son administrateur. Et c'est une plus-value considérable pour nous, car c'est quelqu'un qui a un sens de l'organisation, qui est très très débrouillard, très dynamique. Et c'est vrai que sans lui, c'est un peu la pierre angulaire de notre société. Et fort donc de cette rencontre-là, et nous nous sommes associés, alors je ne veux pas dire de bêtises maintenant, on est 6 réalisateurs, c'est la mémoire est bonne, je n'ai oublié personne. Donc Jérémy Clapin, qui a fait Skizen, qui est un film qui a très très bien marché, Gilles Cuvelier, qui a fait Love Patate, Chahut, Sarah Van Den Boom, qui a fait Novecento et il y a La femme squelette, et Suki, dont le premier film va sortir très bientôt. Nous nous sommes donc associés, nous avons monté une société commerciale qui s'appelle une SARL en France, puisque c'était le seul moyen. Au départ, on avait envisagé de faire une société coopérative, mais le CNC ne reconnaissait pas. Le CNC, donc, qui est le Centre national de la cinématographie en France, qui est notre principal partenaire. Ça veut dire que c'est vraiment par le biais du CNC que nous pouvons financer nos films. C'est très très important pour nous. Et le CNC ne reconnaissait pas ce qu'on appelle les scopes, donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé une société commerciale qui était reconnue par le CNC. Nous avons déposé les statuts et nous sommes devenus donc cette société Papy 3D début 2006. Je sais plus. Oui, c'est ça, hein, 2006. Je sais plus, oui. Je sais plus. Excuse. Oui, bon. Oui, c'est pas très important. Donc, ça vous permet et ça te permet de garder le plein contrôle éditorial sur tes œuvres. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as commencé à travailler à l'écriture de Monsieur Coq. Voilà, exactement. C'était l'occasion pour nous qui était très importante. En fait, c'était de se dire, moi, je sais que ce qui m'a vraiment poussé à monter Papy 3D, c'est l'idée qu'on ne m'impose plus jamais des coproducteurs avec qui je n'aurais pas envie de travailler. C'est épouvantable. Épouvantable, les producteurs. Donc, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai décidé de devenir un type épouvantable, c'est-à-dire un producteur. Merci. Et donc, effectivement, c'est là que j'ai commencé à écrire Monsieur Coq. Et là, j'ai été chanceux, car le film donc, a eu le CNC. Non, d'abord, j'ai retenté le concours de projet, donc le Carrefour de la création à Annecy, dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai eu le prix Canal+, plus le prix GTC. Donc, c'était formidable, vraiment très chanceux. Et j'ai eu le CNC du premier coup. Donc, le financement de mon film était acquis. Voilà. Donc, en tant que producteur et en tant que réalisateur, j'étais gagnant sur les deux tableaux. Et j'ai pu organiser la production de ce film vraiment de la façon dont je le souhaitais, dans le confort. Je me souviens que j'avais loué une maison à Lille, puisque l'animation s'est faite avec un studio avec lequel je travaille beaucoup, qui s'appelle le studio Train-Train, le studio qui n'a pas peur du quotidien, qui se trouve à Lille. Et je suis parti vivre 5 mois là-bas, où je revenais toutes les semaines à Paris, enfin tous les week-ends. J'avais une super maison, on avait vraiment l'endroit pour fabriquer les décors, parce qu'il y a un peu de maquette, c'est du papier découpé, mais il y a un peu de maquette, donc on bricolait. C'était vraiment un dispositif très très agréable, et réalisé en plus avec une équipe brillante, mais aussi des amis, donc ce qui ne gâche rien. Et le film s'est fait d'une manière vraiment, comparativement à l'Inventaire fantôme, s'est fait d'une manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Est-ce que tu voudrais nous montrer le dossier graphique? Ça serait intéressant que tu nous parles du sujet lui-même. Alors le sujet de Monsieur Coq, c'est... Alors ça, je vous montre, je crois que c'était... Oui, c'était pour le CNC, hein. Donc le Centre national de la cinématographie, qui
qui pour nous, en fait, est la plus grosse source de financement. Ça veut dire que comme nous sommes une société, toute petite société, qu'on n'a absolument pas de fonds propres, si nous n'obtenons pas l'aide du CNC, ce qu'on appelle la contribution financière, on ne peut pas faire nos films. Parce qu'on a une exigence un peu, enfin même très politique chez Papier 3D, c'est de payer décemment les gens. C'est-à-dire qu'il est hors de question de faire travailler les gens en dessous des salaires minimales. Donc ça requiert un budget assez conséquent, pas faramineux, mais assez conséquent pour que tout le monde soit payé aux tarifs syndicaux, on va dire. Et donc à propos de syndicats, c'est fort, hein, ouais, excellent lien. Monsieur Koch, c'était l'envie de me frotter un peu à la satire, enfin pas qu'un peu. C'est l'histoire d'un magnifique chef d'entreprise, Monsieur Koch, voilà, lui, qui est très beau, un très bel homme, qui construit des obus et le rendement n'est pas assez, il n'y a pas assez de rendement, donc il licencie tous ses ouvriers, dont le barbu énervé, pour les remplacer par des robots très perfectionnés. Et ça ne va pas sans susciter la colère du barbu en question, alors que les autres, ils sont complètement éteints et totalement... Donc voilà, c'était l'occasion de... Alors après, l'autre va revenir, il va y avoir une vengeance. C'était l'occasion de jouer sur des stéréotypes. Moi, ça m'amuse toujours. D'ailleurs, ça a été pris au premier degré, ces stéréotypes. On m'a beaucoup reproché que c'était un film caricatural. Moi, pour me défendre, je dis que c'est la caricature d'une caricature, en l'occurrence cette société dans laquelle on vit, qui est déjà en soi une sacrée caricature. Et ça correspond aussi à l'époque, on avait un spécimen en France que le monde entier nous a envié, qui s'appelait Jean-Marie Messier, qui était un type absolument épouvantable, qui était le directeur de Vivendi, qui était une multinationale, qui s'est mis à grandir. Et ce type-là, notamment, je me souviendrai toujours, posait dans la presse avec une chaussette trouée sur son lit, alors qu'il était multimilliardaire. Ça faisait tellement chic. Et cette façon qu'on a de... Alors, je pense aussi à d'autres personnes, toujours françaises. Hein, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'étranger pour... on a quelqu'un qui s'appelle Dassault, qui est c'est pareil, un vendeur d'armes, un politicard... Enfin bref, j'avais fait un mix de ces gens-là pour en faire Monsieur Koch. Et la thématique du film, c'est plus on se comporte comme un salaud et plus les médias vous admirent et vous baisent les pieds. Et ça, j'étais épouvanté par ça. Et j'ai fait donc, j'ai commis ce film qui a commencé, on va dire, assez froidement, qui a eu un accueil, qui a jamais eu un très bon accueil en France. Et il m'est arrivé une chose extraordinaire, c'est la crise de 2008. Je dis ça parce que le film a eu un vrai grand succès aux États-Unis, où là, les gens m'ont pas mal invité et m'ont tout de suite dit « c'est exactement Bush, Monsieur Koch ». Et j'ai dit « non, pas du tout, pas du tout, c'est pas, je me serais jamais permis, je pense absolument pas du bien de Bush, mais je me serais jamais permis de faire ça sur quelqu'un d'autre. C'est Jean-Marie Messier, il me dit « on connaît pas, on s'en fout, c'est Bush ». D'ailleurs, le film a été sélectionné à Sundance. Oui, il y a eu cette chance. Et là, vraiment, le film a eu un très grand succès après, par la suite, de festivals. Donc, est-ce que les Américains t'ont fait remarquer la double lecture du titre, Monsieur Koch? Alors oui, bon, il faut savoir que je ne parle pas, enfin très mal anglais. Et c'est vrai qu'on m'a fait tout de suite remarquer ça en disant « tu sais ce que ça veut dire, Koch, en anglais ?» J'ai dit une tête de nœud, pour lui, c'est pas mal aussi. Ça lui va bien, finalement. Donc, moi, j'étais plus dans l'œuf à la coque, mais bon, voilà. Oui, OK. Donc, ce qu'on remarque, Franck, c'est que la manière dont tu présentes tes dossiers, on est vraiment dans un scénario illustré et c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est une manière de travailler qui t'apparaît bien convaincante. Oui, c'est déterminant parce que ça vient sans doute du complexe que j'ai de ne pas avoir fait d'études et de vouloir être à tout prix pédagogique. À savoir que c'est toujours l'obsession de ne pas être assez clair, que ce soit avec les partenaires financiers, mais aussi avec l'équipe. Et nous avons un problème, mais que vous avez peut-être ici aussi en France, notamment avec le CNC, puisque j'ai également été, il m'arrive d'être lecteur dans les commissions du CNC. Il se fait que les commissions sont mixtes, ce qu'on appelle la plénière. Il y a une première lecture qui est spécialisée en animation, et ensuite, si le projet
accroche l'intérêt du premier collège, on monte dans un autre collège qui s'appelle La Plénière, et c'est là où on décide de donner de l'argent ou pas. Et ce deuxième collège, donc La Plénière, est constitué d'expérimental, d'animation, mais aussi documentaire et de fiction, de fiction court-métrage. Voilà, prise de vue réelle, live action. Et la plupart des gens qui constituent, la majorité des gens qui constituent cette commission ne sont pas du tout issus de l'animation et ne savent par exemple pas lire un storyboard. C'est absolument fascinant de voir aussi peu de culture de l'image, alors que, a priori, ça nous semble... Alors ça, moi, en l'occurrence, ça ne me choque pas, hein. Le problème, c'est que c'est plutôt au CNC de faire en sorte de trouver des gens qui sachent lire, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc moi, l'idée que j'ai, c'est vraiment de prendre les gens par la main avec ces scénarios-là, qui sont en fait des scénarios illustrés, et de les rendre le plus pédagogique possible, à savoir de décomplexer le lecteur pour lui permettre de s'immerger dans le scénario. Voilà. Et comme c'est un film d'animation, c'est obligatoire de montrer à quoi ça va ressembler, le visuel, etc. D'où l'idée de concevoir des dossiers comme cela. Hein. Donc qui se constituent pour la plupart toujours de la même façon, à savoir le scénario illustré et puis le dossier technique. Donc on s'entend que ça demande un investissement personnel important de ta part pour aller si loin dans l'élaboration d'un dossier alors que tu n'as pas encore de financement. Voilà, ça c'est un peu difficile parce que ce sont, comment dirais-je, oui, c'est ça représente quand même pas mal de travail. Donc entre l'écriture du scénario, bien sûr, hein, qui est complètement fluctuante selon l'inspiration, et puis, mais aussi le fait de réaliser les illustrations qui sont tout de même pas en une journée. Est-ce qu'il était possible de recevoir du financement pour la scénarisation? Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est sûr que maintenant, moi, c'est des questions que je commence à me poser, notamment puisque je suis sur des projets de long métrage, d'écriture de long métrage. Et là, il est hors de question de faire ça seul et sans aide. Je ne sais pas si je refais du court-métrage comme je le souhaite un jour. Je ne sais pas. Peut-être que ça se présentera, oui. Peut-être que j'aurai l'idée de... Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Alors, sommes-nous prêts à passer à notre ami Edmond? Bah oui, bien sûr. D'accord. Donc, c'est toujours assez fascinant de voir d'où émergent les idées de films. Et dans le cas de Franck, c'est pas banal. Alors, je me permets de le dire tout de suite. Tu as travaillé sur un documentaire sur les ânes et tout à coup, tu as eu une révélation. Je te laisse prendre le relais. Voilà, oui, c'est un peu christique ça. En fait, il y a ça correspondait au moment où j'ai rencontré Didier Brunner. Et il y a un producteur qui m'a contacté, Easy Morgenstein, qui était l'ancien directeur des soirées thématiques d'Arte, qui est une chaîne franco-allemande, et qui me propose, parce qu'il avait vu mon travail, et même si j'étais pas animateur, pardon, il aimait bien mon travail d'illustrateur. Et il m'a demandé si je pouvais faire des animations très sommaires à la Monty Python, bon, moins bien évidemment, mais très papier découpé, très drôle, sur les ânes, pour illustrer un documentaire qui serait mixte, qui serait à la fois du documentaire filmé, mais aussi du documentaire avec des parties d'animation. Et il me dit, voilà, la thématique c'est les ânes. Ah, je lui dis, d'accord, oui, les ânes. Je dis, c'est payé? Il me dit oui. Alors je dis, ah oui, parfait. C'est très intéressant. J'aime beaucoup les ânes. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi, les ânes? Je m'en fous des ânes. Et je découvre, donc c'est Maryse Berganza, j'ai oublié de la mentionner parce que c'est important, qui a réalisé ce documentaire. Et au fur et à mesure de l'élaboration donc, du film, qui est un film délicieusement intellectuel, parce que Easy est très, très intello comme ça, mais très bien fichu, c'est pas ennuyeux une seconde. Je découvre un animal formidable, vraiment, que j'imaginais absolument pas. Je découvre un animal charmant, tendre, réfléchi, on pourrait dire intelligent, je sais pas si ça veut dire quelque chose pour un animal, mais d'un grand courage, prolétaire, attachant, enfin bref, j'ai un vrai coup de cœur. Ah non, là je suis vraiment sincère, là, et vraiment, puis je me reconnais un peu dans la bestiole, quoi. Je me dis, cet aspect laborieux, de faire les choses, enfin les gens qui font de l'animation me comprendront bien.
de faire les choses comme ça, avec minutie, revenir en train. Oui, enfin bref, vraiment cet animal m'a vraiment beaucoup séduit. Je vous propose juste de vous montrer voilà, je vais vous montrer un court extrait parce qu'on n'a pas le temps d'en voir plus. Mais quand même un court extrait de ce fameux documentaire qui malheureusement est introuvable désormais. D'ailleurs, n'est jamais sorti en DVD malheureusement. Comment? Non, il est sorti. Non, mais bien sûr que j'étais payé, il manquerait plus que ça. Non, il est sorti. Il avait fait une bonne audience d'ailleurs. Il est passé à la télévision, je veux dire. Hein, donc il était fait pour ça, il est passé sur la 3, sur la ZDF, tout ça, mais il est jamais sorti en DVD comme on le fait aujourd'hui, ou en VOD comme le fait Arte par exemple. Je dis ça pour les gens qui s'intéresseraient de voir, malheureusement. Oh pardon. Donc ça c'était les génériques. Voilà un court extrait de ce magnifique documentaire. J'espère qu'ils auront la bonne idée un jour de le rendre disponible. Bon, donc, après cette révélation fracassante dans ta vie, il y a quand même eu un dessin fondateur pour toi. Donc, réellement, cet animal a eu un impact dans ton inspiration. Et il faut dire aussi que le symbole du bonnet d'âne a une signification quand même particulière. En France, oui, c'est... En fait, le bonnet d'âne était vraiment... Alors, il y a une histoire qui dit qu'on donnait avant le bonnet d'âne pour que les enfants aient récupèrent l'intelligence de l'âne. Bon, mais c'est très très vite devenu un symbole d'humiliation et utilisé en tant que tel en classe jusque dans les années 50, voire même 60, enfin avant 68 en fait, où on mettait les mots à ce qu'on appelle en France le piquet. Alors je me demande d'ailleurs, il va falloir que je cherche, mais je me demande si c'est pas le piquet sur lequel est accroché l'âne, et on lui mettait un bonnet d'âne sur la tête pour l'humilier. Voilà. Et donc, cette signification-là recoupe, excusez-moi, avec notre expression qu'on a, ne fais pas l'âne, ça veut dire ne sois pas un idiot. Alors lui, c'est véritablement un âne, ou méchant comme un âne. C'est vraiment, on a comme ça dans le langage français quelque chose de très très péjoratif sur l'âne. Voilà. Et donc, moi, l'idée que j'ai eue, c'est un jour en dessinant un personnage, en l'occurrence celui-ci, je le dessine avec un bonnet d'âne. Alors bien évidemment, je sais de quoi je parle quand je mets le bonnet d'âne parce que je connais l'animal. Et je me dis, c'est intéressant ce type qui a l'air plutôt content d'être un âne, d'avoir son bonnet d'âne sur la tête. Et j'ai fouillé un peu cette chose-là en le contextualisant dans un monde du travail.
dans une société. J'imaginais en fait que ce petit bonhomme travaillait dans les archives et que lorsqu'il se retrouvait tout seul, il ouvrait les archives, il prenait les papiers, il se faisait des bonnets d'âne parce qu'il se sentait bien comme ça. Et de fil en aiguille, le scénario a commencé à s'articuler de cette manière-là. Donc, il y a eu un dessin à la toute base. À la base, c'est le dessin. C'est vraiment le dessin, mais très vite, j'ai, on va dire, posé mes pinceaux. Oui, voilà, encore une recherche avec où je l'imaginais enfant, heureux d'être dans ça. Donc ça, c'est plus tard. Heureux d'être dans cette position d'âne et de jouer sur le malentendu, à savoir quelqu'un qui est heureux d'être dans une peau alors que les autres le dénigrent et tout ça tout à fait ridicule, pardon. Et donc, il y a eu quand même l'écriture d'un synopsis qui a suivi. Voilà, très rapidement, il y a eu, alors j'ai retrouvé ça s'appelait Edmond Balthazar à l'époque, le 10 juin 2008. Et j'étais assez surpris parce que je me suis... Alors là, c'est marrant parce que sur ces trois feuillets, tout est à peu près posé. Si ce n'est que Edmond vivait seul, donc n'avait a priori pas de femme, et qu'il y avait quelque chose d'un peu complexe avec le rapport avec le poème de Victor Hugo, qui a écrit un long poème sur l'âne et la spiritualité, comme quoi l'animal porte des secrets sans les comprendre, qui était quelque chose d'assez intellectuel, d'assez lourd, que j'avais du mal à comprendre moi-même, donc je me suis dit, bon, tu vas te calmer, tu vas essayer d'aller faire quelque chose de plus épuré, de plus simple. Et ce qui est intéressant, c'est que tout était quand même drôlement posé, en fait, dès 2008. Et après, j'ai décidé de ne plus prendre de notes et de maturer, de réfléchir beaucoup. Par exemple, pendant un moment donné, j'ai décidé que Edmond aurait non seulement une femme, mais aussi un enfant, qui ne serait pas du tout comme lui, mais qu'il avait une vie de famille avec un enfant. Voilà, tout ça, c'est des choses qui ont vraiment maturé. Et puis, je ne sais plus en quelle année c'était, un an et demi plus tard, quand j'ai réalisé le scénario définitif, quand j'ai écrit le scénario définitif, ou 2 ans plus tard. Vous dire que c'était un peu long quand même, d'autant plus que je ne voulais pas faire d'illustration, je voulais vraiment me concentrer sur le scénario. Je voulais un scénario, un dispositif qui fonctionne bien, un peu comme un rouage. Et donc 2 ans plus tard, j'ai écrit le scénario définitif très rapidement, en moins d'une semaine, 3 jours, même pas. Donc, on va y revenir pour le dernier bloc, mais en fait, il y a aussi autre chose qui a été, disons, déterminant au niveau de ton inspiration, c'est un voyage que tu as fait à New York. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Je devais aller à Sundance pour accompagner Monsieur Koch. Et puis, pour diverses raisons, on a décidé, ma femme et moi, de s'arrêter à New York, de ne pas aller à Sundance, mais plutôt aller à New York, qu'on ne connaissait pas. Et on a fait un voyage de 10 jours qui était formidable. En plus, c'était à l'époque de l'élection, enfin de l'intronisation, on va dire, de Obama, qui avait une ambiance assez extraordinaire. Et c'était New York au mois de janvier. Et là, j'ai été ébloui par la beauté. Moi, je trouve ça très beau, par la beauté de cette ville, dans les bleus glacés. Et c'était très inspirant pour moi. J'ai pris énormément de photos, que je peux d'ailleurs vous montrer. Je sais pas, remarque, non, parce que j'en ai pas. Non, je vous dis ça. Vous verrez le film de toute façon. Vous verrez le film où beaucoup des décors, puisque le film est censé se passer à New York en 1968. Je dis est censé parce que c'est pas flagrant et ça n'a pas finalement une grande importance pour le film. Mais dans mon esprit, c'était vraiment ça. Et New York a été extrêmement inspirant et a même déterminé, c'est-à-dire la couleur des photographies a même déterminé la couleur générale du film. Donc c'est très bleu, ouais, ça tire dans les bleus. Beaucoup de musique. Pourtant, je ne suis pas fan de musique. Je peux très bien vivre sans musique, mais j'ai vraiment embêté mon compositeur chéri avec des Stabat Mater, de la musique sacrée. Il n'en pouvait plus, le pauvre. Je lui ai dit, pour moi, c'était très inspirant et donc c'était assez intimidant pour Pierre parce qu'on rentrait dans la musique savante et bon, ceci étant dit, il a vraiment les épaules pour faire ce type de composition, mais je comprends que ça l'ait un peu
refroidi au départ. Et en termes d'inspiration littéraire, il y a plusieurs personnages issus de la littérature. Il y a notamment le Akaki Akakievitch de Gogol, du Manteau, qui est un petit copiste quasi transparent. Donc ça, c'était quelque chose, parce que moi je l'avais joué au théâtre, ça. Donc c'est quelque chose qui m'habitait encore. C'est des personnages que j'ai à l'esprit. Il y a le magnifique Bartleby de Herman Melville, qui est pareil, qui d'ailleurs a été écrit sensiblement à la même époque, c'est assez amusant, au 19e siècle, mais à New York. Puisque Bartleby se passe dans le quartier de Wall Street, qui pareil est un petit copiste très étrange, falot, qui a la grisaille de la simplicité, et puis on découvre en fait qu'il y a une complexité plus importante. Ça, c'est vraiment des personnages qui m'ont beaucoup inspiré pour Edmond, pour le personnage d'Edmond. Ben, Franck, c'est vraiment un film très, très poignant, très touchant. J'aimerais beaucoup que tu nous parles, toi, de ton sujet de film, de ce que tu voulais communiquer au public en écrivant « Edmond était un homme ». Je pense que le thème de l'émancipation était vraiment au cœur du film, au cœur du scénario que j'avais envie d'écrire. Ce que j'aimais, c'est l'idée de quelqu'un qui est la grisaille de la simplicité, qui passe carrément, qui soit carrément invisible aux yeux de la plupart des autres, qui d'un seul coup, parce qu'il se découvre une nouvelle identité, décide de la revendiquer auprès des autres et fasse preuve d'un courage et d'une force hors du commun. Ça m'intéressait beaucoup, que ça émane comme ça d'une personne très commune, absolument pas un héros. Et je trouve que les vrais actes de courage peuvent être aussi cela, à savoir le fait de ne pas lâcher le morceau, quoi. En France, on a pas mal dit ces dernières années, on lâche rien. Voilà, c'est un peu cette idée-là, quoi. Et donc, on peut utiliser finalement la thématique des transgenres, mais c'est plus large que ça. Alors, oui, bien évidemment, il y a des traverses comme ça avec ce thème-là, le thème des gens que j'appelle ne pas être nés dans la bonne peau. Ça veut dire cette espèce de cruauté de la nature qui consiste, cette méchante ironie qui consiste à placer quelqu'un d'un sexe dans le corps opposé. Et c'est quelque chose qui me fascine de par la violence que ça sous-entend. Et donc, effectivement, le film, en ce sens, aborde ce thème-là. Il y a d'ailleurs un clin d'œil avec Tata Fiesta, qui est un homme qui s'assume totalement dans la peau d'une femme et qui a une forme de bienveillance pour Edmond. Et où Edmond est très bien aussi, on sent qu'il y a une complicité comme ça entre eux, où ils se comprennent. Il y a quelque chose, voilà, il n'y avait pas besoin de faire un dessin. Et il y a bien évidemment dans le film un rapport à la maladie mentale qui est aussi au cœur du film, qui est un sujet qui m'apporte beaucoup pour des raisons personnelles, pour des raisons et puis parce que je trouve que c'est intéressant, oui, d'en parler, de l'aborder par le biais du cinéma d'animation. Tu nous disais tout à l'heure que dans tes premières versions, Edmond était seul et finalement, là, il n'a pas d'enfant, mais il a une femme. Pourquoi être revenu donc sur cette décision? Qu'est-ce que ça lui apportait de plus que d'avoir une femme? Je voulais pas d'un monstre. Je voulais pas faire d'Edmond un monstre, un psychopathe isolé à qui personne ne parle. Ce qui m'intéressait, c'était d'en faire quelqu'un d'emblée d'un peu décalé, mais j'étais très séduit par l'idée qu'il ait une vie affective comme tout le monde, qu'il soit aimé par sa femme, qu'il aime sa femme. Je trouvais ça très important parce que ça adoucissait le personnage et ça l'empêchait de devenir un monstre, vraiment un frix, quoi, quelque chose de repoussant. Ouais, c'est ça. Il l'est déjà suffisamment, c'était pas la peine d'en rajouter des couches en faisant quelqu'un qui vit seul. Non, je trouvais important d'en faire pour ça quelqu'un comme tout le monde. Avec un patron qui est bienveillant également. Oui. Oui, qui est bienveillant. Il y a les collègues, ça aussi, j'aimais bien cette ambiguïté sur les collègues, parce qu'on se dit,
bon, ils sont pas très sympas, bien qu'ils soient plus cons que méchants en fait. Hein. Ils sont pas non plus très cruels. Mais en même temps, Edmond leur dit jamais bonjour. Edmond leur a sans doute jamais dit bonjour. Donc ils ont aucune raison d'être sympathiques avec Edmond. Edmond n'est pas... Moi, ce que j'aime bien dans ce personnage, enfin, ce que j'aime bien, ça va, je suis content de moi, c'est... Ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de dire, de raconter, c'est de parler d'un personnage qui n'était pas forcément plaisant, qui n'était pas caressant. Et j'espère qu'Edmond n'est pas un film caressant. Parce que ça m'intéressait pas. Je voulais pas qu'on soit là, je voulais qu'il ait ce côté désagréable des gens qui sont à côté de leur pompe, qui sont en décalage, comme ça, qui peuvent déranger. Et Edmond, c'est le cas. Donc si ses collègues lui font des blagues, se foutent de lui, c'est peut-être parce que c'est Edmond qui a induit ça d'emblée en ne leur disant jamais bonjour, en faisant comme s'il n'existait pas. Il n'y a rien de pire que le mépris, tout de même. Je vais reprendre la question que Marco t'a posée à Québec, parce que je l'ai trouvée très pertinente. Copyright, Marco de Blois. Marco de Blois, je te cite. Il te demandait pourquoi avoir choisi cette fin, pourquoi Edmond choisit le suicide. Bah c'est pareil, donc c'est dans la continuité de ce que je disais. Je voulais pas un film caressant, je voulais pas un conte de fées. Et à partir du moment où Edmond rentre en panique, moi j'appelle ça une panique avec une rechute, une crise d'angoisse importante, je pense qu'il se rend compte, lui, qu'il n'y a pas d'issue possible que celle de disparaître. De disparaître dans le sens de faire disparaître la douleur. C'est malheureusement le principe du suicide. Hein. Les gens veulent disparaître pour arrêter la douleur, pour arrêter le... Et c'était très important pour moi C'était d'ailleurs dans la première version du scénario, le suicide, ça se terminait comme ça, à savoir qu'il se suicidait. Parce que je ne pouvais pas imaginer faire une fin où il serait soigné, ça aurait été ridicule. C'était complètement stupide. Ou une fin où il était enfermé en HP et où il arrivait comme ça, il finissait ses jours en HP. Enfin, je sais pas, il y avait un truc dans le dispositif dramatique où en plus il y a l'idée tout de même du témoignage. Donc des gens, il y a du temps qui s'est passé. On peut imaginer que les gens racontent ça 10 ans plus tard. Et j'aimais bien cette forme de recul aussi, quand on parle de quelqu'un, quand le deuil est fait. J'aime aussi la douceur que ça peut induire. Les gens qui arrivent à faire leur deuil de quelqu'un et qui en parlent après, je trouve qu'il y a une élégance, il y a une force, et puis de maintenir le souvenir comme ça de quelqu'un. Enfin, je trouvais ça très intéressant. On va revenir à la mécanique d'écriture, un peu comme on l'a fait pour les autres projets. Donc, il y a eu quand même 2 ans, on le disait tout à l'heure, 2 ans de gestation, c'est-à-dire entre le premier jet d'écriture, tu as eu 2 ans où le projet a continué à mûrir en toi, mais sans vraiment avoir l'acte d'écrire. Donc, qu'est-ce qui, tout à coup, après 2 ans, t'a poussé à te remettre à l'écriture? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Je crois que le déclencheur, c'est de la profonde envie de refaire un film, hein, parce que c'est quand même de très loin ce que je préfère faire dans la vie, c'est quand même des films. Et je me trouvais pas très dynamique. Hein, sur mon dispositif, d'accord, tu touches pas à tes crayons, tu touches pas à l'ordinateur pour écrire, prendre des notes tant que t'as pas fait tout ton scénario dans ta tête. Puis au bout d'un moment, bon, il a fallu être un peu sérieux et là j'ai commencé à mettre un petit coup d'accélérateur parce que il était nécessaire pour moi et en plus professionnellement parce qu'on est vite oublié. Hein, on fait un film qui est un peu remarqué, un deuxième qui est un peu remarqué. Faut pas non plus se laisser aller, quoi. Au bout de 2 ans, quand le film il a terminé de tourner en festival, on vous oublie, c'est normal. Donc c'était important pour moi professionnellement de continuer d'exister et aussi de m'impliquer de nouveau dans une production, ce que j'aime faire et de réaliser le film. Donc ces 2 années ont été quand même payantes puisque quand tu t'es remis à l'écriture, ça t'a pris 3 jours pour écrire le scénario final. Oui, ça a été très très rapide et ça m'a fait plaisir. C'était très plaisant. Donc le dossier que tu vas nous montrer, c'est encore une fois le dossier qui t'a servi à aller chercher du financement. Absolument. CNC, et c'est également le dossier que nous avons reçu, que j'ai reçu moi. Ben oui, parce que nous allons parler de notre rencontre, ma chère Julie. Donc, toujours dans la même dynamique de recherche de financement.
Donc moi, dans la peau du producteur exécutif, puisque c'est notre, comment dirais-je, notre tradition chez Papy 3D, quand un réalisateur fait un nouveau film, il devient aussi son propre producteur exécutif. J'ai donc fait un scénario illustré, comme j'ai l'habitude de faire, dont vous pouvez voir les images. Donc une fois que le scénario a été écrit, je me suis remis à dessiner, alors sur des dessins plus ou moins simples, où tout était posé, les scènes principales du film, les endroits que j'estimais importants, en tout cas les plus parlants, on va dire. Toujours, on est vraiment, c'est un exercice, la constitution de dossier, c'est vraiment un exercice de séduction en fait. Hein. C'est bien évidemment aussi un outil de communication, mais c'est aussi un outil de séduction pour beaucoup. Donc voilà, tout était posé. Ensuite, il y a eu la note technique, donc les recherches hein, que je vous ai montrées, des choses plus poussées, plus élaborées. On a eu aperçu en fait le dessin précédent de New York. Voilà, ça c'est le Manhattan Bridge avec derrière j'ai rajouté des trucs, c'est un peu bidouillé et puis j'ai transformé la photo, mais ça c'est vraiment le Manhattan Bridge où on était. C'est marrant parce que maintenant dans mon souvenir je vois New York vraiment comme ça, donc si je vois New York en été je vais être très perturbé parce que ça risque de me... Enfin bon. Donc voilà, ça c'était des recherches plus poussées pour les lumières, pour le climat comme ça de l'ambiance. J'avais fait des recherches en 3D parce que très vite je me suis orienté vers cette technique qui ne me plaisait pas vraiment, mais comme j'aime pas faire deux fois des films avec les techniques similaires, j'avais envie quand même d'essayer la 3D, même si j'ai eu des grosses déconvenues au milieu du guet, on va dire, où j'ai à un moment donné failli proposer qu'on passe le film à 4h du matin parce que j'étais sûr d'avoir fait un film totalement raté. Et enfin, il y a eu des angoisses comme ça qui étaient dues à la technique en elle-même. Ça, c'était des recherches pour les collègues, pour le chef de service, la femme d'Edmond. Alors toujours, voilà, ça c'était important d'avoir ce type d'image parce que ça posait le rapport entre les deux personnages, le rapport de grandeur, puis ça racontait quelque chose, enfin, je trouve. Ça, c'est quelque chose, c'est l'une des séquences qui a disparu, ça, c'était le roi Midas, où Edmond allait toujours, comment dirais-je, au musée pour voir le roi Midas qui lui avait des vraies oreilles d'âne, et Edmond regardait pendant des heures ce roi Midas qui avait la chance d'avoir de vraies oreilles d'âne, et pourquoi pas lui. Mais bon, la scène était jolie, mais ça n'apportait pas grand-chose en fait au récit, au scénario, je veux dire. Au récit, oui, mais pas au scénario. Ça, c'est le fameux homme poulet. Ça, c'était donc Tata Fiesta, les recherches. Ça, c'était le décor. Alors là où j'expliquais comment j'avais réalisé le décor, à savoir que ça, c'est une boutique dans le 18e à Montmartre, juste en bas de chez moi, qui avait été... comment dirais-je, mélangé avec des éléments de New York. Voilà. Et je m'étais inspiré d'une boutique à Soho qui est toute noire, une boutique Olé Olé, qui est toute noire avec du rose, comme ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ça, c'est super pour Tata Fiesta. Donc voilà. Alors en fait, c'est l'intérêt de ce type de dossier qui est très poussé. C'est aussi la porte ouverte après à un animatique qui l'est davantage. Je peux peut-être montrer un extrait. Je pense que ça poursuit le travail d'écriture. C'est impeccable, c'est très raccord. Votre question. Oui, tout à fait. Donc, l'écriture s'est faite à partir du scénario, mais il y a une autre partie qui s'élabore avec l'animatique. Il y a encore des changements qui surviennent au scénario à cette étape. Qui, une fois de plus, devient non seulement un objet de communication. Alors, j'entends par là, on va parler de notre rencontre quand même. Bah oui. Parce qu'on s'est rencontrés sur le dossier. Et ensuite, cet objet, donc l'animatique, dont je vais vous montrer un court extrait parce que ça fait 17 minutes, on n'a pas que ça à faire, moi, me permet de communiquer donc, avec les coproducteurs, mais aussi avec l'équipe. Parce que j'essaye d'être le plus précis possible dans les images. Tu parlais de lumière tout à l'heure. Et ben, ça me permet aussi de placer la lumière. C'est-à-dire de dire au personnage, de dire à l'équipe, pardon, là, la lumière, elle vient de là. Et parfois, les membres de l'équipe, alors je suis un peu facho sur les bords, mais parfois les membres de l'équipe me posent des questions qui sont dans l'animatique.
Donc, de manière très polie, je leur réponds qu'ils n'ont qu'à regarder l'animatique, quoi. Je n'ai pas à leur répondre, ils regardent l'animatique. Peut y avoir des changements. Peut y avoir des changements, mais assez mineurs, puisque le film d'animation ne souffre pas trop de l'improvisation, malheureusement. C'est un côté qui est assez frustrant pour nous tous, je pense, enfin, les gens qui font de l'animation, mais on ne peut pas se permettre d'improviser comme on pourrait le faire en live action, où d'un seul coup, on décide de mettre la caméra carrément de l'autre côté, ou non, parce que là, il faut tout refaire, donc c'est un peu ennuyeux. Je vous montre un court extrait de l'animatique. Il s'était retrouvé bloqué une fois où j'étais chez ma sœur. Il avait attendu 2 jours pour qu'il me sortir de là. Même quand il devait transporter plusieurs dossiers, il prenait les escaliers. Il parissait un coup. Vous l'avez eu. La cage d'ascenseur s'était décrochée pour s'écraser 10 étages plus bas. C'est peut-être à cause de ça qu'il était bizarre. Donc, je pense que vous commencez à comprendre que Franck est un peu maniaque et perfectionniste. Même l'animatique est très, très détaillée par rapport à ce qu'on peut voir en général. Et donc, les voix sont déjà les voix finales à cette étape. Alors malheureusement, je n'ai pas retrouvé, là c'est les voix définitives qu'on a enregistrées. Je tiens à préciser que, on en parlera peut-être un peu après sur les dialogues. Oui, on parlera de dialogue après. Et j'ai vu une première version, mais que j'ai égarée, je ne sais plus où elle est, où c'était les voix de ma femme et moi, des voix témoins, avant de faire enregistrer les comédiens. L'animatique, moi, ça me sert, j'ai tendance à aussi travailler pas mal sur le son, parce que ça me permet de rythmer un premier montage. Donc le son qui a été avantageusement remplacé par Pierre-Yves Drapeau qui est ici avec nous, puisque c'est lui qui s'est occupé du son à l'ONF, de tout le film. Mais initialement, j'avais fait, comment dirais-je, une bande son sommaire qui, moi, me permet de trouver un premier rythme de montage du film. Voilà. Alors, moi, le plaisir de faire ce film, le plaisir de l'écrire, c'était de renouer avec les comédiens, parce que ça me manque beaucoup de ne pas travailler avec des comédiens. J'aime beaucoup l'animation, mais c'est vrai que le contact avec les comédiens me manque. Et là, le plaisir, c'était, puisque de toute façon le dispositif rapidement s'est imposé comme étant une espèce de faux documentaire, enfin pas un faux documentaire, on va dire, excusez-moi, on va dire plutôt un ton documentaire. Et bien évidemment, il fallait une voix, il fallait des voix off. Donc écrire pour des comédiens, c'était un vrai bonheur. D'autant plus que j'ai écrit pour les gens qui ont joué, les connaissant leur voix, connaissant leur jeu. Je ne voyais personne d'autre que ceux qui ont... c'était un peu risqué parce qu'ils auraient pu dire non. Mais de toute façon, les comédiens sont toujours au chômage, donc ils sont pas trop gênants. Et donc, j'ai été absolument ravi de cette collaboration parce que, voilà, c'est un plaisir que j'ai, c'est de travailler avec les comédiens. Donc, pour accrocher les wagons avec ce que tu disais à propos donc de cette personne, cet états-unien, il n'y a que les États-Unis pour penser à un truc comme ça. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je ne suis pas d'accord non plus, bien évidemment. Je pense que le film peut être tout à fait regardable et compréhensible sans les dialogues, mais on se coupe de beaucoup de choses. On se coupe de beaucoup de subtilités de ce qui est raconté, puisque, du moins j'espère, mais moi je déteste le pléonasme. Je déteste quand on dit 2 fois la même chose, hein, comme dans certains films où... au moment d'avoir peur, on va remettre la musique par-dessus, et puis il y a le personnage qui va gueuler, et puis il y a machin, ceci, genre on prend le public pour un abruti, quoi. Je déteste prendre le public pour un imbécile, et j'essaye de faire en sorte de décaler, justement, de faire en sorte que ces dialogues ne soient pas le pléonasme ou la redite de ce qui était à l'image. Bon, mis à part les collègues que je voulais, alors là on a eu des problèmes techniques, donc...
Mais les collègues où je voulais vraiment qu'ils soient rigolards d'une manière plus... Mais en fait, je préfère qu'ils rigolent comme ça. Je préfère qu'ils soient encore moins expressifs que ce que vous avez conçu. Je trouve que c'est plus intéressant, en fait. Et sur la sobriété, oui, vraiment, je voulais surtout pas utiliser... moi, c'est évident que la 3D en tant que... Comment dirais-je? Mais la 3D, c'est un outil, c'est un vaste débat qu'on a sans arrêt dans le milieu du court-métrage d'auteur. Parce que c'est très indigne, la 3D. Je veux dire, c'est considéré comme étant des trucs commerciaux, comme étant la facilité, comme étant... Et moi, j'ai pas envie de laisser la 3D à ceux qui font je vais être péjoratif, mais à ceux qui font des trucs qui sont pas très intéressants. Moi, j'ai envie de me l'approprier en tant qu'artiste, en tant que créateur, en tant que... Il n'y a pas de raison que ce formidable outil, pour moi, c'est un clou et un marteau, la 3D, rien de plus. Et il n'y a pas de raison de laisser cet outil-là seulement à une catégorie de cinéastes et que nous, sous prétexte qu'on ait un design un peu différent, un peu plus d'auteur, une fois de plus, c'est intéressant de se l'approprier. Moi, je trouve qu'on se prive, enfin en tout cas, je sais que beaucoup de mes copains se privent d'un truc. Parce qu'ils n'aiment pas la 3D, ce que je peux comprendre. Moi aussi, très sincèrement, j'ai assez détesté mettre les mains là-dedans. Je préfère de très loin construire des décors en dur ou même le papier découpé, c'est ce que je préfère dans After Effects ou des choses comme ça. Mais c'est évident que non, je n'arrive pas à m'attacher vraiment à la 3D, à y trouver de l'intérêt en tant que... et pourtant, je ne ferme pas la porte. Ça veut dire que malgré tout ça, je ne dirais pas non à refaire un film en 3D. Alors c'est drôle parce qu'il y a eu ça aussi. Hein. Il y a eu des problèmes au niveau des corps, mais pas au niveau des visages. On a eu des problèmes techniques au niveau des corps, au niveau du rigging, qui parfois ne fonctionnait pas très bien. En revanche, ce qui est certain, c'est que moi, je souhaitais qu'on reste sur un mode, comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'est le terme, très sobre. Hein, au niveau de l'expression des personnages, c'est pas la croisière s'amuse, quoi. C'est pas, je voulais, bon, de toute façon, je suis pas quelqu'un de gay du tout. Je suis quelqu'un de terriblement triste. Et je voulais que mon film me ressemble, soit très triste. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que je voulais quelque chose de sobre, effectivement. Et j'aurais pu aller dans une direction qui soit complètement... d'ailleurs, à la Monsieur Coq, puisque Monsieur Coq, c'est tout le contraire. Hein. Monsieur Coq, là, je me suis réjoui, je me suis éclaté, avec des déformations pas possibles, barbu. Je pensais même parfois avoir un trait un peu à la Réserve. Je ne sais pas si vous connaissez ce génial dessinateur français des années 70, espèce de trait très jeté, très rough comme ça. Et là, effectivement, c'est tout le contraire, parce que l'histoire se prête à ça, ne se prête pas à des guignoleries. Ah ouais, oui. Ah ouais. En fait, ça nous ramène au dossier à l'animatique. En fait, tout ça pour dire que l'animatique a été, encore une fois, un outil de communication qu'on a dû partager avec les coproducteurs, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était coproduit par Patrick Poiré et ONF, mais Arte, le diffuseur, est aussi coproducteur du projet. Et donc, tu as reçu d'autres commentaires de part et d'autre, et tu as dû retirer des plans, modifier, ajuster la durée, le timing de certaines scènes. Oui, en fait, l'intérêt justement d'échanger, enfin de pousser plutôt l'animatique de manière un peu maniaque dans les détails, c'est aussi donc de pouvoir communiquer avec, bien évidemment, les coproducteurs. Donc ça se nous, on s'était rencontrés au préalable parce que Hélène Vessière, qui est la productrice d'Arte, enfin du court-métrage, la section court-métrage en France, de la télévision Arte, m'a fait la proposition de produire mon film, de rentrer en coproduction. Ils font très peu de coproduction, mais comme elle savait que j'avais travaillé avec Canal+, que Canal+ avait plus d'argent, bon, elle était vraiment très sympa. Elle savait que le film coûtait un peu cher et elle m'a proposé de rentrer en coproduction, ce que Arte a accepté pour ma plus grande joie. Et c'est à ce moment-là qu'Hélène est revenue vers moi et m'a demandé... Alors Hélène m'a demandé très peu de changements, pourtant elle est réputée comme étant assez difficile, assez exigeante sur les scénarios qu'elle fait pas mal réécrire, etc. Enfin, connaissant mon caractère de cochon, je crois qu'elle a marché un peu sur des œufs et on s'est finalement très bien entendu. Elle m'a juste dit, dans le scénario, il y a une séquence qui n'est pas très intéressante. Qu'est-ce que tu en penses si on la retire carrément et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on va la retirer, t'as raison, ça n'apporte strictement rien.
Donc on s'est très bien entendu là-dessus, ça s'est fait très facilement. Et Hélène est venue me voir un jour en me disant j'ai donné tes coordonnées à Julie Roy de l'ONF en lui parlant de ton projet parce que je pense que c'est un projet qui pourrait l'intéresser. Sur ce, je lui ai dit de quoi je me mêle. Je suis assez grand pour m'occuper de mes affaires seul. Et elle me dit ah bon, j'ai fait un impair. Non, je dis non, je rigole. Mais enfin bon, j'aime bien m'occuper de mes affaires. Et c'est là où j'ai eu la joie de te rencontrer, où je t'ai envoyé donc le dossier. Et nous nous sommes rencontrés à Paris quand tu étais de passage. Qui m'a beaucoup séduite, oui. Ah bah de toute façon, oui. Ça, c'est un aspect qui est absolument génial pour nous quand on fait un film à l'ONF, c'est que on fait d'une obligation, à savoir le fait que vous soyez obligé structurellement d'avoir 2 versions. Pour nous, c'est un cadeau extraordinaire parce que tous nos films, bon, donc moi, mes films sont en langue française puisque je suis français, mais sont obligatoirement sous-titrés pour les festivals, en anglais qui est la langue commune à tout le monde. Et là, le fait d'avoir une version avec des comédiens anglais, c'est franchement du luxe, d'autant plus qu'initialement, alors que je ne parle pas anglais, mais je m'étais posé la question de tourner le film, de l'écrire en anglais, comme ça se passe à New York, bah oui. Comme ça se passe à New York, je m'étais dit, je vais le faire en anglais, ce film. Puis je me suis dit, oh, déconne pas, tu parles pas un mot d'anglais, tu vas te mettre tu vas te mettre un petit peu dans le cirage, là. Donc je suis revenu, mais alors quand tu m'as fait cette proposition, quand tu m'as dit, on est désolé parce qu'on est obligé de faire 2 versions, je t'ai dit, moi je suis pas désolé, je suis ravi, au contraire. Non. On a eu des discussions après coup, notamment au studio, à l'enregistrement, qui était très intéressante, où, ne parlant pas anglais, j'ai trouvé une expression qui correspondait, alors ça je suis pas peu fier de moi, c'est freaks. J'ai dit, parce qu'on trouvait pas l'équivalent et tout, et j'ai fait mon malin, j'ai fait, on pourrait pas dire freaks. On dit, mais oui, c'est ça, mais ouais, super Franck, bravo, congratulations.